Est-ce que tu peux nous présenter ton site, sa localisation, les bâtiments? Il y a quoi comme bâtiment sur ton site? Quel type de végétation il y a? De quelle surface est-ce que tu disposes? Et le prix, combien tu l'as payé? Alors toi, tu n'as pas dû le payer en euros, tu as dû le payer en roubles. Mais ça fait combien, ça ferait combien en euros, quoi? Salut et merci pour l'interview. Alors je vais répondre à propos du terrain, mais avant je vais expliquer quand même pourquoi on a fait ça en Russie, pourquoi on a notre ferme en Russie. En fait, on a toujours vécu à l'étranger, depuis 20 ans dans plusieurs villes en Asie centrale, après au Moyen-Orient encore plus longtemps. Et en 2017, on a décidé de faire autre chose. Enfin, on voulait tenter autre chose, on voulait changer un peu de mode de vie, avoir un mode de vie plus sain, plus proche de la nature, surtout avec des saisons. Alors on a d'abord tenté l'aventure en France. On a fait un chalet, on a voulu s'installer, mais on a connu pas mal de mésaventures. Alors, ce serait trop long à les énumérer toutes, mais entre autres, la fiscalité, l'administration française nous ont pas mal dégoûtés. Et puis surtout, en fait, en 2018, début 2018, il y a Dimitri en vacances qui s'est blessé en Russie, assez gravement. Il a été hospitalisé plusieurs mois. Et du coup, on a décidé de retenter l'expérience en Russie. Alors à propos du terrain, il se trouve dans un vieux village de campagne, à 2 heures à l'est de Moscou. C'est un terrain de 4000 m². On a une vieille isba qui est plus habitée en haut. À côté, proche de l'entrée pour la logistique, on a des enclos pour les chèvres, les dindes et pour les cochons. À plus bas, on a la maison, avec à côté le puits et le poulailler. Encore plus bas et en bordure de la taïga, on a les serres, le potager d'été et le sauna aussi. Et encore plus bas, on a un autre puits, celui qui est en bois et qui nous sert surtout pour l'arrosage. Alors pour le terrain à la maison, on n'a rien payé, c'est un héritage de famille, celui d'Olga, ma femme. Mais pour donner une idée, il y a 2 maisons voisines avec des terrains similaires qui sont proposés à 1 million de roubles. Alors 1 million, ça fait à peu près 14 000 euros. Quelles sont les sources d'eau à ta disposition? Alors j'ai cru comprendre qu'en fait il y avait des sources un peu partout autour de chez toi. Comment est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Comment est-ce que tu t'approvisionnes en eau? Et toi, si j'ai bien compris, tu ne récupères pas l'eau de pluie. Est-ce que tu peux nous dire un mot aussi là-dessus, sur l'eau de pluie? Oui, alors pour l'eau, c'est vrai, on est gâté. Il y a des sources un peu partout autour du terrain. Et puis il y a des puits collectifs aussi qu'il y a sur la route centrale. Enfin, la route centrale, c'est plutôt une piste. Donc on n'a pas de problème à propos de l'eau. Alors ces puits collectifs, ils étaient beaucoup utilisés avant. Maintenant, presque tout le monde a son propre puits dans son jardin. C'est ce qu'on a fait aussi assez récemment en installant ce puits à côté de la maison. On y pompe toute notre eau courante directement dans le robinet, sans aucune filtration. Ici, c'est le sol qui fait la récupération, le stockage et la filtration. Ceux qui n'ont pas de puits vont s'approvisionner au puits collectif ou à la source de la forêt qui est à côté. On y va aussi de temps en temps avec des jerrycans pour varier notre consommation d'eau. Et on a aussi en bas du terrain un puits en bois dont on pompe l'eau principalement pour irriguer le potager quand il fait trop chaud, ce qui n'a pas été le cas cet été. De quelle installation est-ce que tu disposes pour la gestion de l'urine et des excréments? Est-ce que tu as des toilettes sèches? Est-ce que tu es raccordé tout à l'égout? Comment est-ce que tu gères ces déchets? Ouais, on a des toilettes sèches. C'est un trou surmonté d'une cabane. Donc pas trop près de la maison pour éviter les odeurs, même si ça arrive très peu souvent en fait. Et pas trop loin non plus parce que en hiver ça fait quand même du boulot, enlever la neige et puis faut pas que ce soit trop loin non plus. Moins 30 degrés, ça arrive de temps en temps ici, donc on utilise une lunette en polystyrène d'environ 8 cm d'épaisseur, ça se vend dans le commerce et on la place sur la lunette en plastique, ça évite de rester collé. Dans la cabane, il y a 2 lunettes, une pour les adultes et puis une pour les enfants. On a aussi à l'intérieur de la maison une toilette normale qui fonctionne avec de l'eau.
mais qui s'évacue uniquement dans un trou de capacité limitée, alors c'est juste utilisé en cas d'urgence. Quel système est-ce que tu utilises pour le chauffage? Alors toi, je pense que tu es au bois parce que je t'ai vu dans ta dernière vidéo, là, tu étais en train de couper des bouts de bois, là. Donc, donc je pense que tu es au bois, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que tu chauffes ta famille? Ouais, c'est ça, on a un poêle à bois, un vieux poêle en fonte, enfin pas très vieux en fait, hein, c'est un poêle en fonte qui a été acheté dans le commerce. Alors, bah ouais, j'essaie d'en couper un maximum, hein, mais ici on a besoin de pas loin de 20 mètres cubes, donc bah, s'il fallait que je fasse ça à la main, hein, ça me prendrait presque un mois et demi si je faisais que ça. Bon, il y a d'autres trucs à faire et puis je ne vais pas passer mon temps non plus à ça, donc bah, on achète quand même une partie. Donc on a un poêle en fonte avec une circulation d'eau qui alimente des batteries, enfin des radiateurs, et qui va dans toutes les pièces, et voilà, on n'utilise que ça pour le chauffage. Comment est-ce que vous faites dans votre famille pour vous doucher, pour la toilette? Est-ce que vous avez une douche? Quel système est-ce que vous utilisez pour vous laver en fait? Pour se laver, on utilise principalement le sauna, hein, 2-3 fois par semaine. Alors ça prend l'après-midi, hein, le sauna, entre la chauffe du poêle, la préparation, le thé, les véniques, les savons, les petits gâteaux. Enfin bon, ça prend du temps à préparer et puis ça prend du temps aussi pendant le sauna. Avec les 2-3 passages en plus, bon bah voilà, l'après-midi elle est passée. Donc voilà, on fait ça comme ça. On a aussi à l'intérieur une douche, mais de la même manière que les toilettes hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont connectés à un trou qui est limité, donc c'est uniquement en cas d'urgence. Alors on reste sur l'hygiène. Comment est-ce que vous faites pour le linge? Est-ce que vous avez une machine à laver ordinaire, ou est-ce que vous utilisez un autre système? Comment est-ce que vous lavez votre linge? On a une machine à laver qu'on utilise uniquement pour les draps, hein, tout ce qui est de grande dimension. Tout ce qui est sous-vêtements, habits, en fait on les lave pendant le sauna, hein. On se lave nous et puis on lave nos habits dans la bassine, hein. On a savon, bassine. Le sauna est en fait un lieu de nettoyage. Bon, là on en arrive à un gros dossier, c'est la question de la nourriture. Alors toi, il y a un truc que je trouve intéressant sur ta ferme, c'est qu'en fait, tu as plein d'animaux. C'est vrai, hein, tu as des cochons, tu as des animaux que tu as utilisés pour le lait, pour le fromage de ta pizza. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les animaux que tu as dans ta ferme et sur comment, à quoi ils servent? Par exemple, j'ai vu les cochons, ils servent aussi à désherber. Les cochons, c'est un usage, mais ça c'est intéressant ce genre de truc. C'est-à-dire se dire un cochon, ça a un usage et puis aussi ça laboure le sol, ça le prépare. C'est un autre usage. C'est intéressant de voir les choses comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des animaux de ta ferme et de quel est leur rôle? Et puis aussi un autre truc dont j'aimerais que tu parles, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est pas une forme, pardon si le mot est un peu fort, mais c'est une forme d'esclavage que vous devez avoir dans votre mode de vie pour vous occuper des animaux. Parce que vivre avec tous ces animaux, ça demande que vous-même, vous adaptiez votre emploi du temps à leur vie, quoi, en fait. Voilà, ça fait plein de grosses questions. J'espère que tu vas arriver à répondre. Ah, tu peux mettre 1 minute 30 à 2 minutes hein, pour répondre à celle-là, parce qu'elle est longue. Ouais, alors je voudrais pas prendre tout le crédit hein, de ce qui se fait à la ferme. Faudrait que je précise quand même deux choses hein, qui n'est pas très explicite dans les vidéos. D'abord, c'est qu'on s'est installé en famille, mais avec les parents d'Olga, hein, ils vivent avec nous. Donc on se fait aider hein, pour tout ce qui est toutes les tâches dans le jardin. Alors pour les animaux, c'est plutôt Olga hein, qui s'occupe de les nourrir. Moi, c'est plutôt la logistique, les installations pour les animaux. Voilà, c'est comme ça qu'on se partage un peu le travail. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal d'animaux. Hein, maintenant. On a des chèvres, des cochons, différentes variétés de poules, des pintades, des dindes. Et c'est vrai que chaque animal a son utilité. Hein, les chèvres, elles nous donnent le lait pour la consommation directe ou pour faire du fromage.
La volaille, elle nous donne de la viande et des œufs. Et les cochons, bien sûr, ils nous donneront de la viande un peu plus tard. Alors tous les animaux, ils participent à leur niveau à la ferme. Les oiseaux, ils désherbent, ils enrichissent la terre avec leur fiente. Les cochons, ils labourent, comme j'ai montré la dernière fois. Les poules aussi nous débarrassent de quelques bestioles, j'imagine. Et tous, avec les chèvres, ils nous donnent la matière première pour le fumier, qu'on utilise donc dans le verger et le potager. Et en retour, le potager, il nous produit des fruits qui alimentent les animaux. Les cochons, ils raffolent des prunes, mais pas des pommes par contre, bizarrement. Par contre, les dindes, elles préfèrent les pommes. Puis il y a aussi une interaction entre les animaux. Les cochons, ils adorent le petit lait qui nous reste du lait de chèvre après le fromage. Les poules aussi. Enfin bref, tout se recycle. Et c'est encore vrai que de s'occuper d'un potager verger avec des animaux en plus, c'est très laborieux. Alors, on peut passer nos journées à ne s'occuper que du potager et du verger des animaux. Donc quelque part, on se prive quand même d'une certaine liberté, je pense. Alors, je dis je parce que c'est pour engager que moi, parce qu'Olga, elle pense que la finalité, qui est de se nourrir correctement, justifie quand même toutes les heures passées. Moi, je suis un peu plus mitigé. Il faut dire qu'on a fait ça un petit peu à l'arrache. On a commencé à acheter les animaux sans rien y connaître. Mais au final, à la fin de cette année, on a une très bonne expérience. Et puis, on a appris plein de trucs assez rapidement. Si à l'avenir on refait ça, on le fera certainement d'une manière beaucoup plus efficace. Comment est-ce que vous conservez vos aliments dans ta famille? Est-ce que vous avez un frigo? Est-ce que vous faites sécher des fruits que vous récupérez? C'est quoi les modes de conservation que vous utilisez pour la nourriture? On doit presque utiliser toutes les techniques de conservation, à mon avis. On a pour les fruits, là, pour la cueillette, on utilise du sucre pour tout ce qui est confiture, puis pour faire de l'alcool aussi, parce que en Russie, c'est pas interdit. Tout le monde fait son alcool dans son petit jardin. Ensuite, on a la congélation, même pour les fruits, la cueillette, tout ce qui part pas en confiture, on les met directement dans les petits sachets sous vide. Enfin, on enlève un maximum d'air et ça part en congélation. En fait, la congélation, c'est le moyen le plus utilisé. Au fur et à mesure, on fait au fur et à mesure de la cueillette la mise en sac et puis la mise en congélation. Et puis en hiver, le contraire, au fur et à mesure du besoin, selon le besoin, on ressort les paquets et on fait ce qu'on veut, que ce soit des confitures, des jus ou quoi que ce soit. Donc la congélation, ça reste quand même le mieux. Quels sont les modes de cuisson que tu utilises pour préparer à manger? Comme mode de cuisson, on utilise le gaz. On a une cuisinière à gaz, puis on cuisine là-dessus. Alors le gaz, il nous coûte 25 centimes le litre. On va chercher 2 fois par an des bouteilles de propane de 50 litres. Et voilà, on fait tout. Pour le moment, on fait tout au gaz. Et puis dès que mon four sera terminé, j'imagine je suis sûr, on cuisinera au maximum au feu de bois. Comment est-ce que vous faites la vaisselle dans votre famille? C'est quoi la méthode que vous utilisez pour faire la vaisselle? Pour la vaisselle, rien d'original, on fait tout à la main, avec du savon, du bicarbonate de soude si c'est gras. On n'a pas on n'utilise pas tous les produits vaisselle qui ne marchent pas vraiment en fait. Voilà, donc c'est tout à la main. Maintenant, on va parler un petit peu de l'énergie. Alors, toi, si j'ai bien compris, tu es dans un coin où les panneaux solaires, de toute manière, il n'y a pas énormément de lumière. Donc tu n'es pas parti sur créer une autonomie énergétique, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, c'est quoi tes choix en matière d'énergie? L'électricité, c'est le seul réseau qui arrive à la datcha en fait. Donc ce serait bête de ne pas en profiter. Les factures sont raisonnables, c'est 2 centimes le kilowattheure, je crois. On ne fait pas de grosse consommation, on n'a pas de gros équipements.
Bon, ce serait pas rentable pour nous, hein, d'autant plus que bon, l'ensoleillement, il n'est pas optimal, hein, même en été. Hein, et puis bon, avec les journées même de lumière hein, réduite pendant l'hiver, ça ne servira à rien. Donc on est à l'électricité principalement, et puis tout ce qui est équipement, ça marche à l'essence, hein, qui n'est pas très cher ici. Alors maintenant, on va parler un peu de culture. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous n'êtes pas totalement coupé du monde, et tu le disais dans ta dernière vidéo, là, les enfants, ils ont des téléphones, comme tout le monde, quoi. Mais ma question, c'est comment est-ce que vous faites pour vous connecter à Internet? Est-ce que c'est par la 4G? Est-ce que c'est par un réseau filaire? Quel est le moyen par lequel vous vous connectez à Internet dans votre coin reculé de la Russie? Ouais, on a le 3G. Hein, on a la chance hein, d'être dans un coin où il y a des opérateurs, des antennes d'opérateurs à côté. Donc, en fait, ça marche uniquement si on est dans la grange. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le téléphone d'Olga, hein, qui a un Internet illimité, on le met en partage. Et puis, en fait, en partage, il fournit Internet à toutes les pièces de la maison. Hein, on se connecte dessus. Alors, culture toujours, si tu devais recommander un livre, et vraiment un seul livre sur les sujets de l'autonomie ou de la permaculture ou de ce que tu veux un peu toi, autour de cette thématique-là, ce serait quoi le livre que tu as lu, mais que tu as réellement lu, hein, de la première à la dernière page, et que tu recommanderais aux gens qui s'intéressent à ça? Tu leur dirais, allez lire ce livre. C'est quoi ce livre? Je vais peut-être te surprendre, mais je n'ai pas lu un seul livre, ni ma femme, hein, sur l'autonomie. En fait, on lit des vieux bouquins scolaires à nos enfants. Des bouquins, c'est des éditions 1930, j'en ai parlé la dernière fois. Et puis, on trouve absolument tout hein, dans ces bouquins. Hein. Il n'y a pas le titre autonomie, mais c'est exactement le sujet de ces bouquins. Hein. Tout y est, il y a besoin de vraiment rien d'autre. Bon, on va terminer sur l'argent, hein, parce que moi je termine toujours sur l'argent. Combien d'argent est-ce que tu continues d'être obligé de dépenser tous les mois? C'est-à-dire, c'est quoi les dépenses obligatoires auxquelles tu n'arrives pas à te soustraire? Et ça représente à peu près combien en euros, enfin en roubles et en euros? Ça fait combien tous les mois que tu es obligé de dépenser? Les dépenses, elles s'élèvent à 700 € par mois. Alors c'est pour 4 adultes et 2 enfants. Ça comprend tout, hein, c'est une moyenne sur l'année. Alors c'est un budget, c'est une dépense qu'on pourrait largement réduire. Hein. En fait, on ne se prive pas de prendre des produits de qualité et puis d'acheter ce qu'on aime en fait. Hein. Notre démarche, c'est vraiment ça, de vivre plus simplement, mais pour profiter que des bonnes choses. Donc voilà, c'est un budget qui pourrait être largement réduit. Hein. Je ne sais pas à quel niveau, mais ça reste raisonnable. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Alors vous trouverez, il a une chaîne YouTube, hein, vous trouverez le lien vers sa chaîne en description de cette vidéo. Ça s'appelle Authentique. Et voilà, ça se passe en Russie, mais tout est en français. Hein, donc il n'y a pas de souci de langage. Et je vous invite vraiment à aller voir, parce que si vous voulez voir quelqu'un qui vous montre pas à pas comment il fait sa pizza autonome, allez voir Authentique, un Russe qui est en train de faire sa pizza autonome. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, je vous dis à la prochaine. Mettez un pouce bleu. Je dis jamais de mettre un pouce bleu, mais le mec qui part en Russie quand même pour avoir un mode de vie aussi particulier, j'ai envie de mettre un pouce bleu. Et puis allez voir sa chaîne, et puis abonnez-vous à sa chaîne, parce que sa chaîne, elle vaut vraiment